Bienvenue à vous encore pour ce premier webinaire au sujet des parasites. C'est un sujet vraiment très important. On va le découvrir en fait au fur et à mesure de nos 3 webinaires. Oui, un danger invisible dans le corps. Alors, ça porte bien le nom de ce webinaire. Donc c'est un sujet à prendre vraiment au sérieux. Notamment le docteur Jean-Paul Dupuy, qui est infectiologue en France, qui dit les parasites, c'est pas qu'une menace pour les régions tropicales. On a un peu tendance à dire ah bah oui, les parasites, c'est seulement quand on va dans des régions chaudes et humides, mais en fait, il est aussi dans notre quotidien en Europe, en France, et effectivement, il a un impact sur notre santé. Donc, il faut vraiment prendre ce sujet au sérieux. Ça peut être un danger, notamment au niveau du système immunitaire. C'est ce que nous dit le docteur Jean-Paul Dupuy. Donc, les parasites internes sont des organismes invisibles à l'œil nu, donc on ne peut pas les détecter visiblement. Par contre, on peut se rendre compte très facilement de leurs effets sur notre organisme, puisqu'ils ont des effets puissants et dévastateurs. Alors, ils vivent comme des clandestins dans notre organisme, essentiellement dans notre système digestif, mais ça peut être aussi bien dans les tissus ou dans des organes principaux, comme les articulations, comme les genoux, comme les tissus osseux, comme au niveau des organes comme le foie, le pancréas, ou bien encore au niveau du cerveau. Donc, ils se nourrissent de nos nutriments. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se nettoyer l'organisme des parasites, parce qu'on peut avoir des manques de fer, des manques de vitamines, des manques de minéraux, mais s'ils sont consommés par les parasites, évidemment, ça sert strictement à rien. Donc, les parasites internes peuvent aussi causer une multitude de symptômes. Ça, nous les verrons à la suite de cette présentation. Donc, nous sommes tous exposés à ces envahisseurs microscopiques et qui sont en plus, ils sont très difficiles à détecter, même avec des analyses qu'on peut faire médicales. J'ai eu plusieurs cas où en fait, enfants ou adultes, ils ont fait un certain nombre d'analyses et en fait, c'était pas visible du tout. Quelques informations sur les principaux types de parasites internes. On a les protozoaires. Alors, on a une jolie photo en haut à droite. Alors, ce sont des organismes qui sont unicellulaires. Ils se multiplient très rapidement. Et se multiplient d'autant plus rapidement que s'ils ont un environnement de l'organisme très favorable, c'est-à-dire une membrane intestinale poreuse, un environnement plutôt acide. C'est pour ça que c'est très important, avant de prendre l'habitude de bien s'hydrater correctement avec une eau biologique active, ce qui permet de les rendre latents et non pas de proliférer. Donc les protozoaires, je vous en ai mis trois types, Giardia intestinalis, Giardia lamblia autrement. Donc généralement il est responsable de giardiase, c'est-à-dire d'infection intestinale. Alors là, on va retrouver des diarrhées, on va retrouver des ballonnements, on va retrouver des nausées, des douleurs abdominales. Il se contracte essentiellement par l'eau contaminée dans les rivières ou dans les lacs. Par exemple, l'été, si vous allez vous baigner, ça peut être vous buvez un peu d'eau, effectivement, ce type de parasite peut entrer dans l'organisme. On a également l'Entamoeba histolytica. Donc, c'est un parasite qui provoque l'amybiase. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème de symptômes comme amybiase, giardiase, en fait, ça porte juste le nom du parasite. Donc, pareil, là, on est sur de l'infection intestinale. On peut avoir quelques complications qui peuvent en fait aller au niveau du foie sous forme d'abcès. On a la Toxoplasma gondii. Alors ça, c'est plus connu parce que effectivement, on la connaît aussi sous la forme de la toxoplasmose, c'est-à-dire la conséquence, donc qui est principalement transmise par l'ingestion de viande insuffisamment cuite ou par contact avec des excréments de chats qui sont déjà infectés. Excréments, mais ça peut être aussi un chat qui se lèche, ça peut être toutes ces choses-là. Et si on le caresse, eh bien, on peut effectivement par voie cutanée intégrer les parasites dans notre organisme. Donc effectivement, la toxoplasmose, on entend beaucoup parce que il y a beaucoup de recommandations pour les femmes enceintes parce que ça peut affecter évidemment le développement du fœtus. Donc c'est pour ça que c'est un sujet sérieux et plutôt connu, notamment dans les grossesses. On a une deuxième catégorie que l'on appelle les helminthes. Donc ce sont des vers. On a une jolie photo à droite. Alors à droite en haut, c'est pas des spaghettis, ce sont vraiment des parasites
Donc, eux, ils sont multicellulaires, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment. Donc, ils vont se diviser en plusieurs sous-catégories, mais ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur dans le corps humain. Donc, ce qu'on voit à droite, en fait, c'est pas plusieurs, c'est juste un. Donc, il doit y avoir au moins 2 mètres de parasites. Donc, on connaît l'Ascaris lumbricoïde. C'est un ver rond qui est responsable de l'ascardiose, qui prend effectivement là encore le nom du parasite. Et donc, c'est souvent contracté par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par des œufs d'Ascaris. Donc, ils vont rentrer dans notre organisme sous forme d'œufs, en fait. Ça va provoquer des douleurs abdominales, des obstructions intestinales. Donc, on peut parler de constipation aussi. Mais en plus, ça peut être un peu plus conséquent. Et puis, une mauvaise absorption des nutriments. Il peut y avoir aussi un impact au niveau du foie et du pancréas avec ce type de parasite si c'est pas traité à temps. L'oxure, ces petits vers ronds qui ont tendance en plus à bien s'attacher aux parois des intestins, de la membrane intestinale, ce qui fait que même si on fait un contrôle des selles, ils ne se verront pas. On le voit plutôt chez les enfants, donc ça provoque de fortes démangeaisons anales, donc tout autour de l'anus, donc surtout la nuit. Parce qu'en fait, pourquoi on se démange la nuit avec ce type de parasites, les oxures? Parce que c'est la période où les femelles pondent les œufs, en fait, autour de l'anus. C'est pour ça. Donc les femelles vont redescendre au niveau de l'anus, elles vont produire les œufs, et ça va créer des démangeaisons chez la personne ou chez l'enfant, comme on a vu. Et puis d'autres helminthes encore. On a le Taenia solium. Alors ça, on connaît sous le nom du ver solitaire. Je crois que c'est le plus connu. Là aussi, il peut atteindre quelques mètres et va provoquer des douleurs abdominales, des nausées, parfois des crises convulsives d'infection en cas d'infection du cerveau. Donc ça a aussi un impact neuro. Donc souvent, pour l'instant, les parasites, comme j'ai expliqué, on se situe plutôt au niveau des intestins, mais ils ont la possibilité de se déplacer sur d'autres organes. Le Strongyloides stercoraeis, donc c'est un ver rond qui pénètre souvent, par la peau, notamment en marchant pieds nus. Je pense à la période estivale, on a tendance à marcher pieds nus sur la plage, dans le sable, ou même sur une bord de rivière ou dans le jardin. Eh bien, cette forme le fait de marcher pieds nus peut aussi contaminer l'organisme. Donc c'est pour ça que moi je conseille toujours, je fais un traitement antiparasite toujours au moins un après l'été. Été, on va dire automne-hiver, quoi. Ensuite, on a les cestodes, donc ça ce sont des vers plats. Alors eux aussi s'attachent très bien aux parois de l'intestin, donc on a une petite photo à droite, c'est de ce type de vers plat. On voit bien qu'il est tout plat, il n'est pas rond du tout. Et puis se transmettent souvent par la consommation d'aliments contaminés. Donc là, on est plutôt sur une infection alimentaire. Echinococcus granulosus, alors ça donne un nom à faire rigoler, mais ça a quand même, au-delà de ça, c'est quand même un parasite qui est très dangereux parce qu'il peut former des kystes dans les organes vitaux comme le foie et les poumons. Donc ça peut être fatal si c'est pas traité à temps. Donc là aussi, c'est encore un parasite qu'on peut contracter toujours via l'ingestion d'œufs. Ça peut être au niveau des excréments d'animaux domestiques comme les chiens. Je vais vous donner juste un exemple. Il suffit qu'on laisse des excréments de chiens sécher au soleil et puis qu'on se dit, après ça disparaît, on voit qu'il n'y en a plus. Le fait de marcher dessus, on peut aussi les récupérer. Autre vers plat, nous avons le Diphyllobothrium latum, donc ce qu'on appelle, qui est aussi nommé le ver solitaire du poisson. Donc c'est un ver qui est plat de la même manière et qui va être transmis via la consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits. Donc là, je pense notamment au sushi, pour lequel on peut effectivement être contaminé. Donc, si on a des zones, notamment comme en France, où on mange beaucoup de poissons, donc on va être sur les côtes notamment, il faut faire très attention. On peut être plus assujetti à ce type de parasites.
Provocation, généralement, c'est qu'il va consommer les vitamines B12, qui est extrêmement importante. Et puis, on aura également des symptômes digestifs divers. Je souhaite faire quand même aussi un focus sur le ver plat qui s'appelle Opisthochis feineus. On l'appelle aussi le ver du foie ou le ver du chat. C'est un parasite en fait qui est plat, de la même manière que ce qu'on a vu juste précédemment. Et il se développe en fait dans le foie et les voies biliaires de l'hôte. Donc on peut aussi le retrouver dans le pancréas parce que la femelle va venir pondre les œufs dans le pancréas. Alors ça va provoquer un certain nombre d'inflammations chroniques, des complications vraiment sévères. On va avoir des problèmes en fait. Bon, je vais vous le dire juste après, mais on a des problèmes sur les fonctionnements du foie et du pancréas. Donc, on a une infection par l'ingestion de la chair crue ou insuffisamment cuite de poisson festé par des métacercaires. Métacercaires, c'est juste une forme larvaire des vers en fait. Je vous ai mis ce que ça peut entraîner, des cholangites et cholestases, en fait, ces inflammations des voies biliaires. Donc, ça va entraîner forcément des douleurs abdominales vraiment intenses, des nausées, des vomissements, des jaunisses. On a de la pancréatite. Comme je vous ai dit, les œufs sont pondus dans le pancréas, donc ce qui va venir complètement parasiter le pancréas et va venir en fait l'inflammer et donc créer une pancréatite qui peut être aiguë ou chronique. N'oublions pas que c'est via le pancréas et ses hormones qu'on va venir réguler le taux de sucre dans le sang. Donc forcément, il peut y avoir un risque de diabète assez rapide juste par présence de ce type de parasite, en fait. Voilà. Aussi, ce type de parasite peut créer un cancer des voies biliaires. Donc, quand je vous disais précédemment que c'est un sujet vraiment sérieux, les parasites, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement pour les animaux, c'est pas seulement pour les gens qui vont voyager dans les pays tropicaux ou pour les gens qui sont dans les pays tropicaux. C'est en France de la même manière que d'autres pays. Donc, il faut vraiment prendre importance de ce sujet. Nous avons eu un cas d'un enfant qui avait un taux d'insuline très élevé, donc du jour au lendemain, il avait 10 ans, du jour au lendemain, il était obligé de prendre de l'insuline toutes les 3 heures, et en fait, on s'est aperçu que le problème, c'était ce parasite-là, et quand on a fait un traitement spécial naturel pour cet enfant, au bout d'un mois, alors qu'il galérait depuis déjà 6-7 mois, avec de l'insuline toutes les 3 heures, jour et nuit, au bout d'un mois et demi, 2 mois, en fait, le sujet était réglé et c'est redevenu à la normale. Donc, sujet sérieux encore. Les modes de contamination des parasites internes. Donc, évidemment, ça peut être une contamination alimentaire ou hydrique. Donc, cette contamination se produit souvent quand on a des aliments crus ou mal cuits, si on a une eau qui est non traitée. Donc, effectivement, on va ingurgiter des œufs ou des parasites dans l'environnement. Et puis des fruits, des légumes qui sont pas assez bien lavés et qui peuvent contenir des œufs de parasites. Et en fait, si on les mange plutôt crus, en fait, on a un risque de prendre des parasites. C'est pour ça que je recommande, comme l'été, c'est la période où on va manger beaucoup de fruits, de légumes frais, pas cuits. Il y a tout intérêt automne-hiver de faire un programme complet anti-parasites. Contamination par contact humain, oui, par exemple, on a vu précédemment les parasites, les oxures, donc qui eux se transmettent très facilement par contact d'une personne infectée à une autre personne. Donc, les enfants, par exemple, s'ils sont infectés, qui sont à l'école, ils peuvent les transmettre assez rapidement. Ils peuvent les transmettre ensuite, aux parents. On va les avoir sur les jouets, sur la literie, les toilettes. Quand les enfants ils dorment. Ils font la sieste à l'école tout petits, ils peuvent les transmettre aux autres, évidemment les toilettes. Tout ce qui est amibiase et giardiase, en fait, ces parasites-là peuvent se transmettre par contact avec des personnes infectées, surtout dans les milieux où les règles d'hygiène sont un peu insuffisantes. Et je vous dis, c'est pas forcément que dans les autres pays, il faut avoir conscience qu'il y a aussi des zones et des milieux qui sont pas forcément très propres aussi en France. Transmission par la peau. Donc, on a certains parasites comme les larves de strongyloïdes qui pénètrent directement la peau.
lorsqu'une personne est en contact en fait avec des sols contaminés. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Si on marche pieds nus, on peut rentrer en contact avec certains parasites et ils rentrent en fait via l'épiderme dans notre organisme. Alors on est plutôt sur des voies de transmission plutôt fréquentes dans la région tropicale, mais c'est aussi possible dans les pays européens. Je vous ai mis aussi quelques possibilités de contamination. On a les salles de sport, les aires de jeu pour les enfants. Les salles de sport, on ne sait pas à qui on passe après certaines personnes, mais les appareils ne sont pas désaffectés. Les aires de jeu pour les enfants, donc les toboggans et les choses comme ça. S'il y a un pot de sable, on ne sait pas s'il n'y a pas des chats ou des chiens qui viennent la nuit. Alors plutôt des chats, parce que s'il y a une garde tout autour des aires de jeu, mais les chats peuvent rentrer, les chiens moins facilement, mais les chats peuvent rentrer. Poignée de porte, interrupteur, donc ça c'est à la maison, c'est au travail, c'est un peu partout dans notre environnement, c'est au restaurant. La manipulation des aliments crus, viande et poissons. Oui, s'il y a des parasites qui peuvent se transmettre via la peau, si on taille un poisson, on le prépare, on a les mains dessus, on peut récupérer les parasites. Même chose pour les viandes. Et puis, on a tous en tête également les transports en commun qui peuvent être un lieu magistral pour se contaminer. Concernant les symptômes principaux, donc des infections parasitaires, donc ça va varier en fonction de certains parasites. Donc il y a des parasites qui vont plutôt être sur la partie digestive, d'autres qui vont être plutôt sur la partie cutanée, d'autres qui vont plutôt être sur de la fatigue chronique ou les troubles de sommeil. Ça c'est un petit peu au global, mais si on rentre un petit peu dans le détail de ces symptômes principaux, donc on a les symptômes digestifs. Donc là on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir des diarrhées ou constipations. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de détecter chez une personne des parasites, parce qu'une personne pourra agir avec des diarrhées, une autre personne pourra agir avec des constipations. Donc c'est pas que des diarrhées ou c'est pas que des constipations de manière régulière. On peut avoir des ballonnements, des flatulences après le repas. Donc ça veut dire qu'il y a une très mauvaise digestion. Donc s'il y a une mauvaise digestion, ça veut dire que le système digestif et notamment les parois digestives sont un peu poreuses, ça fonctionne pas très bien et ça peut révéler effectivement la présence de parasites. Il peut y avoir de la présence de sang ou de mucus dans les selles. Ça peut aussi nous prévenir que nous avons des parasites dans l'organisme. Les parasites peuvent avoir aussi, concernant le poids, deux possibilités. On peut avoir une prise de poids qui est inexpliquée, et on peut avoir aussi une perte de poids qui est inexpliquée. Donc vous voyez, ça peut être les deux, parce que s'il y a une perte de poids, c'est-à-dire qu'il va consommer les nutriments, et puis finalement, on se reminéralise pas, le fer dont on a besoin, on le retient pas. Et puis, il va y avoir, par exemple, une prise de poids inexpliquée, parce qu'en fait, de la même manière, les parasites, ils vont consommer tout ce qu'on mange. Donc, on va continuer à manger, on va manger. Si en plus, on a des envies sucrées, alors ça, c'est aussi un bon révélateur de la présence de parasites dans notre organisme. Quelques symptômes aussi généraux, donc comme je vous ai dit précédemment, une fatigue chronique qui va être causée par une carence en nutriments, par exemple le fer. J'ai eu une personne qui est venue, avec qui j'ai discuté, donc qui a des problèmes de fer, donc pour laquelle j'ai préconisé une bonne hydratation, et puis juste après, qu'on n'a pas bien pris, quand cette personne aura bien pris cette habitude de s'hydrater correctement, il faut aller sur un programme complet antiparasite pour éviter pour éviter la perte de fer. Des faiblesses musculaires ou sensations de léthargie, évidemment, si les parasites ils consomment tout ce dont on a besoin, c'est sûr qu'on ne va pas retrouver d'énergie dans nos cellules. Fièvre intermittente ou prolongée, on peut avoir des douleurs articulaires ou musculaires. Il y a certains types de parasites qui vont venir pondre notamment au niveau des articulations comme les genoux. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des douleurs au niveau des genoux articulaires. J'ai ça, je ne sais pas ce qui se passe. Déjà commençons par s'hydrater correctement et puis ensuite de faire un programme complet antiparasite. Symptômes cutanés, donc des éruptions cutanées ou urticaires qui sont causées par des réactions allergiques. Quelles sont ces réactions allergiques? Alors ça, on en reparlera dans le deuxième webinaire parce qu'on parlera des toxines. En fait, les parasites libèrent des toxines qui peuvent être hépato, qui peuvent être neurotoxiques.
et qui forcément, à force d'être cumulé dans l'organisme, c'est pour ça que c'est très important avant de faire un programme complet antiparasite de s'hydrater et d'apprendre à s'hydrater correctement pour éliminer déjà ces résidus. Ils ont des résidus, ils consomment de l'énergie, des nutriments, donc ils ont des résidus, et ces résidus-là, en fait, ça sont que des toxines qui sont vraiment pas bons pour notre organisme. On va avoir des démangeaisons, alors ça peut être au niveau de l'anus si on parle d'oxure, mais ça peut être aussi au niveau de la peau si on parle de larves migrantes. On peut avoir des lésions cutanées, on peut avoir des ulcères, des enflures, on peut avoir du psoriasisme, de l'eczéma, qui sont dus en fait à un excès de toxines produites par les parasites. Symptômes neurologiques et psychologiques, irritabilité, anxiété. Donc ça peut être lié aux toxines libérées par les parasites, parce que je vous ai dit qu'elles avaient un effet neurotoxique, donc sur le système nerveux, dans son ensemble central. On peut avoir des insomnies ou des troubles de sommeil, particulièrement avec des parasites nocturnes comme les oxures, qui vont venir perturber, parce que la femelle va venir pondre autour de l'anus, et puis ça va donner des démangeaisons, ça va perturber le sommeil. Maux de tête réguliers, migraines, donc ça aussi c'est causé par une inflammation due aux parasites ou par leurs toxines. On peut avoir des crises convulsives ou des troubles neurologiques graves en cas de neurocystie cercose, donc du ténia dans le cerveau. Donc quand je disais que le sujet est extrêmement sérieux, le parasite effectivement régulièrement se retrouve dans les intestinaux, mais ils peuvent se retrouver dans d'autres organes. Pourquoi il peut se retrouver dans d'autres organes ? Pour la simple et bonne raison, c'est que petit à petit, la membrane intestinale se détériore à cause des parasites, notamment notre alimentation haute. Et en fait, cette membrane intestinale devient poreuse. Et comme elle devient poreuse, ça veut dire qu'elle va laisser passer les parasites, elle va laisser passer les œufs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont rentrer dans le sang. Et en fait, le sang alimente l'ensemble de l'organisme et donc l'ensemble des organes. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi propager certains parasites. C'est comme ça qu'ils se déplacent dans d'autres endroits que les intestins. Symptômes spécifiques à certains organes. On peut avoir des toux chroniques, des essoufflements. Donc là, on est sur des problèmes pulmonaires. On peut avoir effectivement aussi des rhumes à répétition. On va de rhume en rhume. Ah, mais c'est des allergies. Ah, il a fait froid. Commençons, comme je disais toujours, on s'hydrate correctement. Ça, c'est la base de notre santé et de notre vitalité. Et puis après, on fait un traitement complet au moins une fois par an des parasites. Et on voit ce qui se passe. Et déjà, on peut avoir de belles surprises. Troubles urinaires. J'ai lu une émission d'un professeur docteur. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le groupe Facebook Revivre ou également sur Telegram. Mais en fait, il expliquait que depuis plusieurs années, une femme avait cystite après cystite après cystite après cystite. Mais ça durait, je pense que ça faisait depuis 10 ans qu'elle avait régulièrement des cystites. Elle est venue voir ce professeur. Il a contrôlé, il a vu qu'il n'y avait pas de présence de globules blanches, c'était OK. Et d'un point de vue microbien, c'était OK. Donc il s'est dit, voilà, c'est clair, je sais ce que c'est. On va arrêter de donner des antibiotiques. Alors bon, antibiotiques, effectivement, ça peut altérer l'inflammation. Bon, ça, je vous dis ce qu'a expliqué le docteur. C'est pas du tout ma réponse. C'est la réponse de ce professionnel de la médecine. Et en fait, il a dit, je sais ce que c'est. Cette dame, elle a une présence de parasites et c'est ce qui crée en fait ces cystites à répétition. Et elle a fait donc un traitement complet antiparasite et pratiquement, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais après avoir fait son traitement, elle est revenue voir le docteur en disant, mais vous savez, vous m'avez sauvé la vie, entre guillemets, parce que j'avais une cystite en cystite depuis 10-15 ans. J'ai fait faire tous les tests inimaginables. J'ai pris des antibiotiques en permanence, mais en fait, ça n'a jamais résolu mon souci de santé. Et vous voyez, comme quoi, ça c'est un exemple aussi intéressant concernant les dames et leur cystite. Signe d'une carence nutritionnelle, donc on a de l'anémie, on n'a pas d'énergie. Alors là, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'une personne qui avait une perte de fer, qui n'arrivait pas à retenir le fer. Donc moi, j'ai proposé de faire une hydratation correcte avec un bon nettoyage. Et puis après, il faut
absolument démarrer un programme complet anti-parasite. Carence en vitamine B12. On l'a vu tout à l'heure, qui consomme la vitamine B12, le Diphyllobotrium latum, qui est le ténia du poisson. Autres symptômes rares ou atypiques, on peut avoir quelques inflammations chroniques. Ça peut prendre, le chemin similaire à des maladies auto-immunes. Des ongles cassants et des pertes de cheveux. Ça peut être, c'est lié à des carences, mais des carences parce qu'il y a une présence de parasites qui vont consommer les nutriments. Je sais que la perte de cheveux peut être aussi due à un problème de toxicité de l'organisme. Et donc, s'il y a une présence de parasites, il y a une présence de toxines, puisque leurs résidus sont toxiques. Épaississement de la peau ou d'éléphantiasis. Aussi, ça peut être dû à des parasites. C'est pour ça que quand on a un certain nombre de sensations, des choses qui ne font pas forcément ce que je vous ai évoqué, dans un premier temps, il faut bien s'hydrater, et puis dans un deuxième, de faire au moins de s'hydrater en fait en permanence, et puis après de faire au moins un programme antiparasite au moins une fois par an. Moi, je le fais 2 fois par an. Danger à long terme. Donc ça, c'est juste pour vous mettre encore plus en éveil par rapport à ce sujet. Donc les parasites, s'ils ne sont pas traités, ils peuvent causer un certain nombre de problèmes qui vont être beaucoup plus graves à la longue. Donc des anémies et carences qui vont avoir un impact beaucoup plus important, puisque ça va être répété. On va consommer du fer, mais en fait on le retient pas. Donc on va avoir un temps de vie plus important sans fer, donc forcément c'est une conséquence. On va avoir un affaiblissement du système immunitaire, parce qu'en fait l'organisme il va être constamment en bataille pour combattre l'infection parasitaire, parce qu'il va le détecter, mais il va être en permanent. Donc s'il s'occupe du parasite, peut-être qu'il va pas avoir le temps de s'occuper des autres, d'où les rhumes à répétition. Il peut y avoir des complications plus graves, notamment des kystes dangereux qu'on peut retrouver au niveau des organes, comme le foie ou les poumons. Donc sujet sérieux que sont les parasites, mais qui peut être traité de manière très simple et naturelle, en faisant 1 à 2 programmes par an, au moins pour s'assurer que les symptômes qu'on peut avoir ne sont pas liés aux parasites, ou ne seront plus liés aux parasites. Risque de transmission, les parasites, ça peut facilement se propager dans la famille. S'il y en a un si une personne a des parasites, parce que souvent il n'y en a pas un, mais il peut y avoir plusieurs types de parasites, en fait, il peut le transmettre. Alors nous avons eu une belle période de pandémie où les gens sont restés chez eux, entre eux. Si les gens ont un grand jardin, ils peuvent s'aérer, c'était quand même plus facile. Mais s'ils étaient plusieurs dans un appartement et que une personne est parasite, ça a plutôt tendance à contribuer effectivement à la contamination de l'ensemble des personnes du foyer. Complications médicales, on peut avoir des infections chroniques qui peuvent entraîner effectivement des complications plus graves au fur et à mesure. On peut avoir des inflammations chroniques persistantes, donc qui vont nuire aux organes affectés, puis qui vont causer surtout des douleurs continues. Je pense aussi aux articulations. Obstruction intestinale, donc les vers peuvent provoquer des obstructions, ce qui peut notamment nécessiter une intervention chirurgicale. Vous avez vu tout à l'heure, il me semble que c'était les helminthes, un type d'helminthe, et on voyait effectivement un médecin qui tenait dans ses mains gantées un verre qui faisait plusieurs mètres. Donc parfois c'est nécessaire d'avoir une intervention chirurgicale. Donc c'est quand même mieux de prévenir. Ce sont des informations pour vous aider à prévenir au niveau de votre bien-être et votre santé. Il peut être dans des cas où ce soit plus grave. Pancréatite, donc, comme j'ai mentionné précédemment, donc certaines infections, notamment Pistorchis feniceus, et puis le deuxième que je vous ai donné, qui est l'autre ver, qui peut être contaminant via le poisson cru, notamment au peu cuit. Donc ça aussi, ça peut entraîner une inflammation du pancréas et puis affecter la digestion. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui devait avoir une prise d'insuline toutes les 3 heures. Effet sur la santé plutôt global, on va avoir une malnutrition.
Les parasites peuvent interférer avec l'absorption des nutriments. On a parlé de B12, on a parlé de fer, mais pas que, quoi. Alors, petit à petit, on va avoir un organisme qui va être en carence d'un certain nombre de nutriments. Affaiblissement du système immunitaire. Oui, on va avoir un système immunitaire compromis, il va être en bataille en permanence contre les infections parasitaires. Donc forcément, ça va rendre l'individu beaucoup plus vulnérable aux autres infections. Donc, comme je vous ai dit, des rhumes à répétition, notamment, on peut croire qu'en fait, on a des bactéries, on a des virus, mais déjà, on a surtout un système immunitaire bas, parce qu'il est en permanence en train de batailler contre les parasites. Croissance et développement altéré. C'est important au niveau des enfants. Donc, il y a des infections parasitaires qui peuvent retarder la croissance et avoir, un impact sur le développement physique, mais également cognitif. Hop, voilà. D'autres dangers à long terme. Alors là, on est plus spécifique, beaucoup plus spécifique. Donc, j'ai parlé de cancer un petit peu précédemment. Effectivement, à un moment donné, si on ne traite pas les parasites et on traite autre chose et que c'est pas assez, et on traite pas les parasites et qu'en fait les parasites sont la conséquence, au niveau des voies biliaires notamment, petit à petit ça peut se détériorer et se diriger vers quelque chose de beaucoup plus important. Il peut y avoir effectivement des dommages des organes causés par ces parasites au niveau du foie, au niveau des poumons et au niveau du cœur également. Et puis le cerveau. Je vous ai fait aussi un petit focus parce que c'est important. Il y a un lien entre les parasites et la dépression. Voilà. Donc les parasites peuvent avoir effectivement, les parasites internes peuvent avoir un impact important sur notre état mental et donc forcément peut entraîner un risque de dépression. Alors comment ça fonctionne? Quel est le mécanisme biologique qui fait que parasite peut dire égale dépression? En fait, les parasites vont créer des modifications de neurotransmetteurs, c'est-à-dire que certains parasites comme le Toxoplasma gondii ont été associés à des changements en fait au niveau des neurotransmetteurs, ce qui fait que ça va perturber la dopamine, la sérotonine, sachant que la sérotonine joue un rôle vraiment important dans la régulation de l'humeur et de la bonne humeur de la personne. Ce type de parasite peut diminuer la sérotonine dans l'organisme, ce qui peut entraîner effectivement des symptômes dépressifs. Il peut y avoir effectivement via des réactions inflammatoires. Donc les parasites vont stimuler en permanence le système immunitaire en fait de la personne, et puis ça va créer une inflammation chronique. Donc cette inflammation chronique ou dit systémique va affecter petit à petit le cerveau. Et puis, ça va entraîner des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires, qui sont liés en fait à la dépression. Donc, il y a des études notamment qui montrent que l'inflammation est un facteur vraiment important dans la dépression de certaines personnes. Donc, ça agit à tous les niveaux. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et puis, autre lien en parasites et puis dépression. Comme je vous ai dit, les parasites vont consommer nos nutriments, donc ça va provoquer des carences nutritionnelles. Et donc, petit à petit, on va manquer de vitamines, on va manquer de minéraux, on va manquer d'énergie, et donc le système nerveux ne peut pas fonctionner correctement. Par exemple, je vous ai mis ici donc les carences en fer et en vitamine B, notamment vitamine B et la vitamine B12 notamment, donc sont connues pour affecter la santé mentale, qui peut causer ces symptômes dépressifs. Je vous ai expliqué que certains parasites viennent consommer le fer, viennent consommer la vitamine B, notamment la vitamine B12. Donc forcément, peut avoir un impact sur l'état de santé mentale de la personne. Donc il y a aussi un lien sur. Je sais que la dépression c'est un sujet vraiment important en France. Ça c'est bien de proposer à ce type de personnes. Alors je ne dis pas que c'est forcément ça, mais au moins de faire un programme complet au niveau des parasites.